Madame, Monsieur, bonsoir. Au programme de cette édition, la conférence de sécurité de Munich a ouvert ses portes ce vendredi. Après le discours choc de J.D. Vance l'an dernier, les euromondialistes Macron en tête continuent leurs incantations sur l'Europe de la défense, tandis que les Américains ont désinvesti la place. Elon Musk, seigneur de la guerre, alors que le milliardaire est souvent présenté comme un technophile autiste, il est aussi devenu, au gré du développement de ses sociétés proches de l'État, un véritable acteur au cœur des crises en cours. Et puis nous terminons cette édition en revenant en France pour évoquer la réforme bientôt abandonnée de l'audiovisuel public, un projet de longue date d'Emmanuel Macron qui ne répondait en rien aux problèmes aujourd'hui soulevés par la commission parlementaire. Lors de la conférence de sécurité de Munich, Emmanuel Macron a suivi le mantra des euromondialistes qui espèrent s'accaparer le nucléaire français. Déboussolés par la présidence Trump, les européistes aspirent toujours à reprendre le flambeau du mondialisme libéral, malgré le mépris des Américains. Décryptage de Nicolas de Lamberterie. Un an après avoir été secoué par le vice-président américain J.D. Vance, les Européens se retrouvent de nouveau à Munich pour la 62e édition de la conférence sur la sécurité, devenue une sorte de Davos de la défense. Cet événement a vu plusieurs discours marquants être tenus au fil des décennies. On se souvient notamment de celui de Vladimir Poutine en 2007, lorsque le président de la Fédération de Russie avait critiqué avec virulence l'ordre unipolaire dominé par les États-Unis d'Amérique. En 2025, c'est le discours du vice-président américain Vance qui avait secoué les euromondialistes. Vance avait affirmé avec des éléments forts, bien que factuels, que l'Europe était en train d'étouffer la liberté d'expression de ses citoyens et avait cité plusieurs cas concrets, notamment l'élection présidentielle roumaine. Ce discours de J.D. Vance avait amené Christoph Heusgen, organisateur de l'événement jusqu'en 2025, a déclaré dans son ultime allocution qu'Européens et Américains ne partageaient peut-être plus les mêmes valeurs. Les européistes avaient alors quelque peu oublié que l'année précédente, en 2024, J.D. Vance, alors sénateur, était déjà intervenu à Munich et avait affirmé entre autres que l'Europe devait se charger de sa propre sécurité. Une affirmation qui, si elle est loin d'être absurde, fait fi d'une réalité que presque personne n'ose nommer, à savoir la vampirisation d'une part importante de l'économie européenne par le grand frère américain. Toujours est-il que les euromondialistes, passé le choc du discours de Vance, font désormais mine de vouloir reprendre, avec les Britanniques, le flambeau de la mondialisation libérale et heureuse, même si dans les faits, il reste toujours assez fortement inféodé aux Américains, notamment du fait de la pression allemande, les Allemands ne voulant pas être coupés du marché américain. Le chancelier fédéral allemand, Friedrich Merz, qui a ouvert la conférence ce vendredi après-midi, n'a d'ailleurs pas dit autre chose, en déclarant son souhait de réparer la confiance transatlantique. Autre point extrêmement important, Merz a également déclaré dans son discours avoir échangé avec Emmanuel Macron au sujet de la dissuasion nucléaire européenne. Derrière ce joli terme, apparaît donc le spectre de voir la France partager, pour ne pas dire brader, l'un de ses derniers atouts, au profit essentiellement de l'Allemagne. Et ce alors qu'Emmanuel Macron ne parvient pas à rallier à ses vues le chancelier allemand sur des questions économiques. Le président de la République française, à bout de souffle en politique intérieure, aura les honneurs du discours principal du vendredi soir. Si le mantra de la défense européenne sera inévitablement le cœur de son propos, difficile de prédire à l'avance si Macron conclura sa décennie plutôt sinistre à la tête du pays par l'annonce explicite du bradage de l'outil le plus symbolique et important de ce qu'il reste de la puissance française. Quant aux Américains, ils seront représentés cette année par Marco Rubio, le secrétaire d'État. Plus pratique et moins idéologue que Vance, la présence de Rubio marque une sorte de service minimum de la part des États-Unis à Munich. Pire encore pour les euromondialistes, à peine en aura-t-il terminé de son bref passage en Bavière que Marco Rubio se rendra à Bratislava et surtout à Budapest, dans une visite qui constituera un soutien clair et visible à la réélection de Viktor Orban,
qui remet en jeu son mandat en avril de cette année. Cette visite de Marco Rubio en Hongrie et en Slovaquie est d'autant plus à souligner que lorsque l'on procède à une analyse objective, Washington a de véritables divergences avec Budapest et Bratislava. En effet, dans leur volonté d'en terminer avec la guerre en Ukraine, les Américains poussent fort pour que l'Union européenne accélère l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette option est d'ailleurs validée par la Russie, puisque Moscou et Washington semblent d'accord de laisser aux seuls Européens le soin de gérer une Ukraine traumatisée et démantibulée après le conflit. Or, sur ce point précis, les premiers ministres hongrois et slovaques expriment de longue date une hostilité à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et donc à une partie du plan américain de paix en Ukraine. Malgré tout, Donald Trump ne semble pas tenir rigueur à Viktor Orban et Robert Fico de cette divergence, ces derniers ayant sans doute au moins le mérite pour les Américains de savoir bien se tenir. Ce n'est sans doute pas non plus un hasard si la Hongrie, et indirectement la Slovaquie, ont reçu une exemption américaine des récentes sanctions prises par Washington contre plusieurs entreprises énergétiques russes. En clair, on peut déduire du cas hongrois et slovaque qu'il y avait possiblement une part de sincérité dans le discours de J.D. Vance en février 2025, lorsque ce dernier appelait les Européens à se réveiller, y compris si cela pouvait aboutir à formuler des désaccords. Quant aux euromondialistes, ils font le dos rond et poursuivent leur agenda. D'une part, ils travaillent toujours à museler leurs citoyens et à se débarrasser de leurs adversaires internes, et d'autre part, ils attendent les prochaines échéances électorales américaines en espérant le retour de leur maître démocrate. Au sein du monde dit occidental, la guerre entre souverainistes et mondialistes est donc très loin d'être terminée. Et pendant ce temps, dans le calme, l'Asie poursuit sa montée en puissance, qui devrait la voir dominer le monde pour les 2 prochains siècles. Elon Musk est-il un acteur de la guerre comme les autres ? Alors que le milliardaire a presque disparu des radars ces derniers mois, après sa véloce expérience au Doge, il reste pour le moins présent dans les questions de défense stratégique des dossiers d'actualité. Réflexion sur le poids d'un homme non élu qui peut faire basculer les guerres. Guerre en Ukraine, révolte iranienne, au gré de ses firmes innovantes Starlink, SpaceX et Starshield, Elon Musk n'est jamais loin. Le milliardaire proche de Donald Trump avant la mise en scène d'une prétendue brouille a su transformer ses projets en entreprise stratégique entrelacée avec les autorités américaines. Ces dernières années, chacune de ces firmes a occupé un rôle dans les conflits qui secouent et secoueront notre planète. Starlink est sans doute la plus célèbre des réussites muskiennes. Avec une technologie de satellite en orbite terrestre basse à environ 550 km de la Terre, les connexions ne souffrent pas d'importantes latences comme ça peut être le cas avec les autres méthodes. Pour améliorer la qualité de transmission, l'entreprise a même récemment rabaissé plus de 4000 satellites à moins de 500 km d'altitude. Au début du mois, Elon Musk a décidé de la gratuité de Starlink en Iran. Depuis le début des soulèvements, le gouvernement de Téhéran avait en effet brouillé les connexions conventionnelles pour limiter les échanges entre les manifestants et les diffusions d'informations. Donald Trump avait indiqué lui-même solliciter son ami milliardaire. Nous pourrions mettre en place une connexion Internet si c'est possible. Nous pourrions parler à Elon, car comme vous le savez, il est très doué pour ce genre de choses. Il dirige une très bonne entreprise. Nous pourrions donc parler à Elon Musk et en fait, je vais l'appeler dès que j'aurai terminé avec vous. Une demande honorée sans problème, car si Téhéran a interdit l'entrée du matériel Starlink depuis 2022, tout porte à croire que Washington a largement œuvré pour son importation clandestine en Iran. En effet, l'opération n'est pas nouvelle, puisque les manifestants des révoltes de 2022 et 2023 avaient déjà bénéficié de Starlink. Le sénateur républicain Ted Cruz a d'ailleurs salué cette décision. Je dirais que ce qui a changé la donne en Iran, c'est la décision de Musk de fournir gratuitement Starlink. Si d'aucuns se félicitent de la philanthropie du milliardaire, d'autres constatent plus objectivement qu'il contribue à une opération de regime change sans exposer directement le gouvernement américain. Il faut aussi noter que l'Iran est parvenu ces derniers jours à rendre Starlink inefficace, affichant une victoire technique sur l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Interrogé sur Sky News, l'entrepreneur irano-américain Shervin Pishevar fait le lien entre
entre ces technologies et une autre utilisation cruciale récente. L'Ukraine a vraiment servi d'incubateur pour développer ces solutions et ces algorithmes permettant de contourner ces technologies militaires de brouillage. Cela s'est avéré utile en Iran. Depuis 2022, Starlink a en effet joué un rôle capital dans le soutien de la guerre en Ukraine. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, l'avait d'ailleurs souligné. Merci à vous. Merci aussi à Starlink, mise en place sur le champ de bataille, aux côtés des courageux Ukrainiens. Starlink a en effet permis à l'armée ukrainienne de contourner les brouillages russes pour maintenir les communications militaires et particulièrement les commandes de drones qui eux-mêmes ont transformé les combats tout en ayant un lourd impact psychologique sur les troupes. L'an passé, il a fallu que Starlink travaille conjointement avec le département de la défense américain pour parvenir à bloquer l'utilisation des réseaux par les forces russes. Une mission qui n'a pas été menée parfaitement à bien. En effet, tout porte à croire qu'un grand nombre de drones russes utilisés dans les récentes frappes ont été équipés de Starlink. Un mécanisme de vérification a donc été annoncé ces derniers jours, mais force est de constater que le contournement est difficile et peine à faire ses preuves depuis plus d'un an. Car le problème n'est pas nouveau pour Volodymyr Zelensky. C'est même ce qui avait permis à Elon Musk de négocier de nouveaux subsides publics en menaçant de ne pas pouvoir maintenir l'accès à ses connexions aux combattants ukrainiens en raison des coûts. Le Pentagone avait alors signé un contrat pour régler la question. Une question qui s'élevait à 20 millions de dollars par mois environ. De quoi illustrer encore la proximité entre l'entreprise privée de Musk et les autorités américaines, mais aussi le poids du milliardaire sur des questions éminemment stratégiques. En effet, il a tout le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le robinet des connexions. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le général Philippe Adam, commandant de l'espace en France. Par Starlink, il est capable de dire le service est rendu à tel pays et si je veux pas qu'il soit rendu, il arrête ses satellites et puis il n'y a plus de communication. Effectivement, il peut se couper le service quand il veut. Ça dépend que de lui. Et après, c'est lui qui fait finalement la politique ukrainienne. Un super pouvoir qui crée un lien de dépendance avec les autorités américaines. En 2023, Elon Musk a remporté un contrat à 70 millions de dollars pour renforcer les services de communication de l'US Space Force. Depuis 2021, SpaceX construit également des satellites espions pour la NRO, le Bureau national de reconnaissance, sous un contrat classifié d'1,8 milliard de dollars. La Chine, adversaire affiché des États-Unis, dénonce d'ailleurs depuis longtemps la militarisation de Starlink avec des visées d'espionnage et de guerre informationnelle. Et on peine à donner tort à Pékin. Avec Starshield, une sorte de grand frère militaire de Starlink, né en 2023, les satellites américains sont entre les mains du milliardaire dont le développement de l'entreprise s'est abreuvé de fonds publics. Une trajectoire qui devrait le placer en première ligne dans les aspirations trumpiennes de concevoir un dôme d'or dans l'espace pour protéger les États-Unis. Pendant la campagne, j'ai promis au peuple américain de construire un bouclier antimissile de pointe pour protéger notre pays contre la menace d'une attaque de missiles étrangers, et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons officiellement choisi l'architecture de ce système de pointe qui déploiera des technologies de nouvelle génération sur Terre, en mer et dans l'espace, y compris des capteurs et des intercepteurs basés dans l'espace. Cette conception du dôme d'or s'intégrera à nos capacités de défense existantes et devrait être pleinement opérationnelle avant la fin de mon mandat. Nous aurons donc terminé dans environ 3 ans. Un projet d'ampleur qui devait occuper une part importante des discussions entre Musk et Trump pendant la dernière campagne présidentielle américaine, qui aura décidément été plutôt gagnante pour les deux hommes. La fusion de France Télévisions et Radio France au point mort, une promesse de campagne repoussée qui, selon la commission d'enquête parlementaire, n'aurait pas réglé les problèmes des médias publics. Renaud de Bourleuf. Encore une promesse d'Emmanuel Macron qui va être zappée. La réforme de l'audiovisuel public, une fusion de France Télévisions, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, pourrait être abandonnée. Des bruits de couloir évoquent que cette réforme, qui figurait dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, n'aura pas lieu. Adopté au Sénat en juillet dernier, le passage du texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale a constamment été reporté, notamment à cause du budget. Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a affirmé que le projet pourrait être reporté à plus tard, voire après 2027, sans pour autant confirmer un abandon. Je ne vous le confirme pas ce matin. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a des consultations, des discussions qui sont menées par le Premier ministre. La gauche s'oppose à une fusion de ces médias publics. Selon eux, il y aurait à la fois une prise de contrôle directe et un plan social déguisé avec moins de programmes, moins de journalistes et moins de moyens. Lors de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale,
Le ministre de la Culture, Rachida Dati, est revenu sur cette réforme qu'elle soutient. Mais au-delà de la question du financement, je plaide depuis mon entrée en fonction pour que l'audiovisuel public se réforme en profondeur. Au fond, l'idée a toujours été la même, que l'audiovisuel public puisse se battre à armes égales face aux défis qui bouleversent le secteur et surtout qu'il puisse continuer à s'adresser à tous les Français en s'adaptant aux nouveaux usages. C'était d'ailleurs le sens de la proposition de loi du sénateur Lafont sur laquelle je me suis appuyée. Arrivée au ministère de la Culture en 2024, Rachida Dati s'est activée à remettre sur la table cette réforme qu'elle juge nécessaire. Les objectifs de cette proposition de loi sont plus que jamais d'actualité. Transformer la gouvernance du secteur pour renforcer les coopérations entre télévision et radio. Coordonner davantage les forces sur le numérique. L'audiovisuel public appartient à tous les Français. Il doit pouvoir continuer de s'adresser à chacun d'entre eux et dans tous les territoires. Quasiment partout en Europe, l'audiovisuel public s'est structuré. Les groupes se sont rassemblés et nous prenons du retard. Et encore une fois, je crois profondément qu'il n'y a pas de grande démocratie sans un audiovisuel public fort et à la hauteur de sa mission. Mais précisément, cette commission d'enquête s'intéresse à d'autres sujets. L'un des sujets qui a été mis sur la table était la question de la neutralité, alors que des liens entre journalistes du service public et personnalités politiques de gauche ont été avérés. Rachida Dati était d'ailleurs directement concernée par des révélations l'été dernier lorsque des journalistes de France Inter ont promis à des membres du Parti socialiste qu'ils allaient s'occuper d'elle pour la campagne des élections municipales. Un autre point est l'argent des Français jeté par les fenêtres alors que l'audiovisuel public coûte 4 milliards d'euros par an. Outre les salaires mirobolants de certains journalistes, la commission d'enquête parlementaire a dévoilé de nombreux avantages tels que des voitures de fonction ou des suites à 1 000 € la nuit dans des palaces tels que le Majestic de Cannes. Cette dernière affaire tombe maintenant sous le coup de la justice pénale. Le parquet de Paris a annoncé mardi que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, est poursuivie pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics. Il est question de 110 000 € de frais d'hôtel de luxe réglés par France Télévisions, dépassant largement le plafond spécifique autorisé de 350 € selon le syndicat CFE-CGC. Autant de questions qui ne devraient pas être résolues par une fusion des télévisions et radios publiques. Le rapporteur de la commission, le député UDR Charles Aloncle, a interrogé Rachida Dati en ce sens. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourra espérer des économies d'échelle de ce projet, ou est-ce que ce ne sera pas une réforme un peu cosmétique qui générera peut-être plus de coûts quasiment de bureaucratie et structurelle que d'économies réelles? Aujourd'hui, et Monsieur le Président peut en témoigner, sur la création de la holding se fait à coût zéro, à coût constant. C'est une réorganisation, c'est un nouveau statut que nous souhaitons évidemment donner. Cette holding effectivement exécutive, elle rassemblerait les sociétés de l'audiovisuel public avec un PDG unique. Ça serait un chef d'orchestre indispensable pour impulser à la fois les transformations et les coopérations nécessaires. Encore un épisode pour lequel la Macronie trouve des solutions qui ne répondent pas aux problèmes. Et le feuilleton n'est pas fini. Et nous poursuivons le reste de l'actualité en France. L'extrême gauche tue. Jeudi soir, à Lyon, Quentin, étudiant de 23 ans, a été lynché par des militants d'extrême gauche. Il aurait été poursuivi sur plusieurs centaines de mètres après avoir participé à la sécurité, une action du groupe Némésis, qui protestait devant une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Les agresseurs étaient membres du groupuscule Éteignons la flamme. Un ami de Quentin nous donne quelques précisions. Éteignons la flamme, qui est un groupe qui mêle l'ancienne jeune garde et la France Insoumise. Donc la France Insoumise a directement maille à partie dans cette histoire. Éteignons la flamme a agressé les militants de Némésis et leurs gardes du corps. Et donc Quentin, qui faisait partie du garde du corps, s'est retrouvé isolé avec un autre de ses amis dans une ruelle. Il a été balayé une première fois, il a péri son crâne, il a eu une première séquelle, une lésion cérébrale. Et il a pris un KO instantané. Et ils ont continué à le lyncher alors qu'il était déjà inanimé. Et ça l'a tué, il a eu une seconde lésion cérébrale. Depuis ce matin, il est en état de mort cérébrale et c'est déjà fini pour lui. Selon plusieurs témoins, un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud était présent parmi les agresseurs, Jacques-Élie Favreau. Jacques-Élie Favreau de la Jeune Garde, déjà connu pour des faits de violence locale, lesquels il avait agressé déjà des militants patriotes à Lyon, qui est effectivement très proche de Raphaël Arnaud, qui est un assistant parlementaire, qui était présent lors du lynchage. Donc de toute façon, tout de suite sera confirmé, il va y avoir une enquête et ils auront à rendre des comptes en temps et en heure. Mais effectivement, il y a notre ami Favreau qui était présent. Donc, j'espère que ça va remonter jusqu'à Raphaël Arnaud et que la LFI soit mise face à sa responsabilité dans ce cas. Notons qu'aux abords de l'IEP, une militante de Némésis a été agressée et plaquée au sol, sa tête a heurté le trottoir.
Après la place Beauvau, l'Élysée, le sénateur LR Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur de la Macronie, veut donc courir la présidentielle. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment. Car je refuse de laisser notre pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Une France qui s'enfonce, une France qui s'efface dans un monde de plus en plus menaçant. Mais pour affronter les désordres du monde, notre pays devra d'abord remettre ses affaires en ordre. Qui aujourd'hui, qui d'entre nous peut regarder le pays que nous aimons sans ressentir une forme de trouble, de la tristesse ou même parfois de la colère? Une colère provoquée par une situation générale à laquelle Bruno Retailleau est indubitablement associé. En effet, si le président des Républicains a quitté le gouvernement en octobre dernier, jouer la carte de l'opposition relève de l'exercice de style. En effet, outre ces annonces bientôt mues en promesses de campagne, Bruno Retailleau affiche aussi un bilan. Pour l'année 2025, plus de 380 000 premiers titres de séjour ont été accordés, une hausse de 11% par rapport à l'année précédente et surtout un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. On pourrait aussi rappeler les humiliations successives après les déclarations intempestives vis-à-vis de l'Algérie. Les Gilets jaunes obtiendront-ils justice? Jeudi, des peines de 6 à 20 mois de prison ont été requis contre 9 CRS qui avaient matraqué et frappé à coups de pied plusieurs manifestants lors de l'acte 3 des Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Ces manifestants étaient entrés dans un Burger King du 17e arrondissement de Paris pour échapper au gaz lacrymogène. Les policiers les auraient violentés, sans sommation et sans leur laisser le temps d'évacuer l'endroit, alors qu'ils n'opposaient pas de résistance. Le procureur de Paris a affirmé que la journée avait été rude pour les forces de police, mais que l'intérieur du restaurant n'était pas du tout une zone de chaos et que la force ne peut avoir pour finalité de punir, d'humilier et de compenser une journée difficile. Le verdict sera rendu le 17 mars. De père en fils, et inversement, nouveau rebondissement judiciaire et politique à Orange dans le Vaucluse. L'ancien maire Jacques Bompard, 82 ans, se portera candidat aux élections municipales pour succéder à son fils, Yann, qui lui avait déjà succédé. Bompard Junior ne peut pas se représenter après sa condamnation le 26 janvier dernier à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour emploi fictif d'assistant parlementaire. Une condamnation aussi vécue il y a 5 ans par Bompard père, mais qui a été levée le 27 janvier dernier. La dynastie Bompard reste ainsi au cœur de la vie politique orangeoise. Et à présent, l'actualité internationale. Emmanuel Macron a tempéré les attentes sur une reprise rapide du dialogue avec Vladimir Poutine. À l'issue d'un sommet informel en Belgique, hier jeudi, le président français a déclaré que ce n'est pas une question de jours, soulignant qu'on prépare les choses. Il insiste sur la nécessité d'une coordination européenne préalable, plaidant pour un échange bien organisé, sans multiplication d'interlocuteurs. Macron appelle à définir collectivement et en priorité les garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble des Européens. Cette position intervient alors que les contacts techniques ont été enclenchés, mais selon Paris, la Russie ne manifeste aucune volonté réelle de paix immédiate. Le Kremlin a déclaré mardi accueillir favorablement ce changement de ton, soulignant que la confrontation ne résout aucun problème international majeur et indiquant qu'aucun contact entre les deux présidents n'était à l'ordre du jour pour l'instant. La CIA a diffusé hier jeudi une vidéo en mandarin sur YouTube pour recruter des espions en Chine, ciblant les officiers désillusionnés. La séquence met en scène un officier fictif dénonçant la corruption des dirigeants. Il présente son choix de contacter l'agence comme un acte pour sauver l'avenir de sa famille et de son pays. Cette opération survient juste après l'éviction du général Zhang Yuxia pour corruption présumée dans un contexte de purge au sein de l'armée chinoise. La CIA invite à transmettre des informations sensibles sur les dirigeants, le renseignement, la diplomatie, l'économie ou les technologies via un canal sécurisé sur Tor. Pékin a réagi en dénonçant une tentative d'ingérence et assurant prendre toutes les mesures nécessaires contre celle-ci. Donald Trump recule à Minneapolis. Jeudi, un émissaire de la Maison-Blanche a annoncé la réduction du nombre d'agents de la police de l'immigration, l'ICE, dans la ville du Minnesota, une réduction synonyme d'échec local des opérations d'expulsion des clandestins, même si la Maison-Blanche affirme que le bilan des 2 derniers mois est plutôt favorable. La gauche s'était fortement mobilisée sur ce territoire et la mort de 2 personnes en marge des manifestations aura entaché l'image de la police fédérale de l'immigration.
Maltraitance dans une crèche aux États-Unis. Début février, une assistante maternelle a été accusée de donner des gommes à mâcher contenant des laxatifs à plusieurs enfants âgés de moins de 2 ans. Plusieurs parents voyaient ainsi leur enfant malade sans trouver d'explication. L'enquête est remontée à la crèche. La directrice a déclaré avoir licencié son employé qui donnait donc ces laxatifs à ses enfants afin que, malades, ils puissent rentrer plus rapidement chez eux. L'employé se disait débordé. Elle est poursuivie pour mise en danger de la vie ou de la santé d'un enfant. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Au programme de votre fin de semaine, Tête à Clash avec un débat sur les ricochets du scandale Epstein en Europe. Pour le samedi politique, je reçois le géopolitologue Nicolas Mirkovic pour évoquer l'impérialisme de Donald Trump et le déclin européen. Vous pouvez aussi retrouver un nouveau numéro de contre-enquête sur l'incendie de l'entreprise d'hébergement de données OVH en 2021. Et puis dans Terre de Mission, Jean-Pierre Mogendre évoque l'entrée en carême. Enfin, lundi, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec le journaliste Yvan Rioufol qui annonce une révolution silencieuse avec son ouvrage La révolte des oubliés. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve lundi. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.